Bonjour à tous, les experts sont aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Alors on a goûté plein de produits du terroir, on a vu Houppette, la vache égérie, mais sur le terrain, comment y vont les agriculteurs? Il est, paraît-il, de plus en plus difficile de vivre de son activité. Alors quand un cancer dur survient, sur qui compter? Comment être bien protégé? Au fait, est-ce qu'on a seulement le droit d'être malade quand on est agriculteur? Et à la retraite, comment ça se passe à la retraite? Pour connaître vos droits, vous pouvez lire, merci pour l'info. Et puis si vous êtes agriculteur, pour avoir toutes les réponses à vos questions, les experts sont en direct et ça commence maintenant. Et les experts sur la sécu des agriculteurs aujourd'hui, eh bien, ce sont celles qui s'occupent de leur protection sociale, la mutualité sociale agricole. Avec nous, Géraldine Tauber. Bonjour Géraldine. Bonjour. Vous êtes directrice métier entreprise recouvrement à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la MSA. Qu'est-ce que c'est ça, votre métier? Eh ben moi, j'ai la responsabilité en fait d'accompagner les 35 caisses de MSA sur le déploiement en fait de toute la politique autour des cotisations et du recouvrement. Et on s'attelle à globalement essayer d'accompagner au mieux nos entreprises et les exploitants pour déclarer au mieux, s'affilier correctement dès le début et pouvoir recouvrer les cotisations. On a aussi un enjeu aussi d'explicitation et finalement de compréhension du système. Et avec nous aussi, et puis toutes les questions qui vont s'en suivre, on en a déjà pas mal. Vous pouvez continuer d'ailleurs en direct. Merci Christine, et avec nous aussi, merci Géraldine, et avec nous aussi Christine Dechaine, CA. Vous êtes, vous, directrice aussi à la Mutualité sociale agricole. Vous êtes directrice de la réglementation. En quoi ça consiste? Tout à fait, bonjour. Deux versants. Le premier, c'est essayer de contribuer au mieux à l'écriture des nouveaux textes, que ce soit des lois ou des règlements, avec le gouvernement et le Parlement. Et autre versant très très important, c'est expliciter le droit justement à l'ensemble des assurés, mais aussi des caisses qu'ils mettent en œuvre et des directions qui sont là pour mettre en œuvre dans le système d'information toutes les réglementations. Et qui sont là aussi pour accueillir les agents de la mutualité sociale agricole, pour accueillir tous les agriculteurs, enfin tous les ayants droit de la MSA, dans vos locaux ou sur msa.fr aussi, pour connaître ses droits, pour les faire valoir, msa.fr, mais aussi dans la vraie vie. On le répétera aussi, pas seulement sur Internet, aussi dans les agences. Bien entendu, si vous voulez suivre toute l'actualité concernant les droits des agriculteurs sur toutes les branches de la Sécu, quand on est au régime privé salarié, régime général, pardon, dit-on, on a la CAF, on a France Travail, on a l'assurance maladie, on a les différentes caisses de retraite. La MSA, ce qu'il y a de bien, c'est quand même déjà un guichet unique pour toutes ces branches-là. Donc c'est un petit avantage pour l'administration des agriculteurs. C'est l'administration, toujours c'est un peu embêtant de faire des papiers, mais on est là, rassurez-vous, pour vous expliquer comment réussir au mieux à faire valoir vos droits et en bénéficier. On peut retrouver notre dossier sur merci-pour-l'info.fr/MSA. On a fait l'URL la plus courte possible pour pouvoir connaître vos droits. Et puis ici, encore en direct, posez vos questions. Un petit chiffre pour commencer, le nombre de chefs d'exploitation. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant encore aujourd'hui en France. 421 270 chefs d'exploitation, sans même donc compter les salariés agricoles, bien sûr. Ce sont tous des adhérents de la mutualité sociale agricole, mais ce ne sont pas les seuls, parce que des adhérents, vous en avez 5 100 000, dont 1,3 million d'actifs. Ça comporte aussi donc les salariés, pas seulement les chefs d'exploitation. Vous m'arrêtez si j'ai des âneries, maintenant et plus tard d'ailleurs, mais également 3 millions de retraités. Il y a beaucoup moins d'agriculteurs aujourd'hui qu'hier. Effectivement, les exploitations sont plus grandes. Donc il y a beaucoup de retraités dans le régime agricole. La source, ce sont vos chiffres, les chiffres utiles de la MSA édition 2024. En attendant, vos attentes sur le terrain, ce que vous attendez de la mutualité sociale agricole et comment ça se passe ensemble, c'est une question qu'on est allé vous poser, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous connaissez toutes les prestations versées par la MSA? Je ne pense pas toutes les connaître, non, il doit en avoir un paquet, mais des prestations de santé, vous parlez par exemple, ou des choses comme ça? Je connais les prestations au fur et à mesure où j'en ai eu le besoin, c'est-à-dire au cours des maternités, des gardes d'enfants. Après santé, je touche du bois.
J'y vais pas trop. Est-ce que vous savez à quoi servent vos cotisations? Nos cotisations, elles nous servent à nous faire des points retraite. Moi, je suis concerné par les cotisations retraite, ensuite les cotisations santé. On voit toutes les lignes, allocation vieillesse, allocation santé, retraite, solidarité. Les lignes, on les voit, mais après, à vrai dire, je m'y suis pas penché plus que ça. Quelle est votre principale inquiétude en tant que professionnel du monde agricole? Je pense suivi santé des adhérents. S'il nous arrive un accident en tant qu'exploitant, comment faire pour être pris, pour avoir de l'aide au niveau du travail ou une compensation financière? Voilà, arriver à payer quelqu'un pour que l'exploitation continue à tourner. Ouais, si vous aviez une question du coup à poser à nos experts. Est-ce qu'un exploitant pourrait être un peu plus pris en compte dans ce genre de contexte d'accident, de maladie? Ce que j'aimerais le plus, c'est d'avoir un peu plus de communication sur la santé au travail. C'est pas une question, mais c'est plus on a plus d'échanges aujourd'hui et j'espère juste qu'on va arriver à maintenir l'échange qu'on a avec eux. Bon ben voilà, on l'a vu, hein, il y a beaucoup d'attentes, c'est un petit micro-trottoir qu'on a fait ici au salon. On vous attend, on connaît un petit peu ses droits, mais pas trop, et ça tombe bien, on est là pour répondre à toutes les questions. Et on en a déjà une, et quand même on souligne que la communication, manifestement, ces dernières années, il y a des gens qui ont observé que vous alliez un petit peu au-devant d'eux. Je crois que vous nous en parlerez tout à l'heure. Une première question de José, toute simple. Quelles sont les règles d'affiliation? Alors, déjà peut-être rappeler que l'affiliation elle est vraiment essentielle pour bénéficier de la protection sociale complète, c'est-à-dire tant sur les domaines de santé, de famille, de retraite et d'accident de travail. Donc comme vous le disiez en introduction, on est bien sur cette dimension de guichet unique à la MSA, ce qui vous permet en fait d'avoir dans un point d'entrée unique l'ensemble de vos droits. Globalement, l'ensemble des personnes qui doivent s'affilier, c'est les exploitants agricoles à titre principal, les exploitants à titre secondaire, mais également les membres de la famille qui participent aux travaux et les cotisants de solidarité. Peut-être pour rentrer un tout petit peu plus dans des aspects concrets, en fait, l'affiliation, elle va être regardée sous plusieurs angles. La première question, c'est la détermination liée à l'activité, le fait d'être soit sur de la production agricole, mais aussi du paysage, des travaux forestiers, des activités confiées à la MSA. On va regarder aussi les critères autour de la surface minimale, du temps de travail ou des critères de revenus, donc lors de l'étude de l'affiliation. Et puis, on va découler du coup sur 3 types de statuts. Un premier statut qui est le statut de cotisant de solidarité, qui n'ouvre pas du coup le droit complètement à toute la dimension de chef d'exploitation. Le chef d'exploitation et un dirigeant qui va être assimilé salarié. Pour les membres... Ça, j'avais une question justement de Malika. Quelle est la différence entre un cotisant solidaire et un chef d'exploitation? C'est la même chose, simplement c'est le premier degré cotisant solidaire. Si j'ai bien compris. Exactement. Donc du coup, la différence principale en fait, donc c'est bien le premier niveau d'être cotisant de solidarité. La différence principale, c'est que le cotisant de solidarité va avoir une couverture sur les accidents de travail, là où le chef va avoir l'ensemble de la couverture. Et sur les membres de la famille, peut-être vous dire qui peuvent intervenir sur l'exploitation et aider sur l'exploitation. Il y a vraiment 2 types de statuts, celui de conjoint collaborateur et celui d'aide familiale. Donc avec l'aide familiale, lui, ça va être tout dans le spectre de la famille, c'est-à-dire soit des ascendants, soit des descendants, soit des frères, des sœurs ou des enfants. Je vais juste me permettre une toute petite digression, si vous m'autorisez, sur le conjoint collaborateur. Vous dire que le statut a évolué, puisque la réglementation a limité finalement le statut de conjoint collaborateur à 5 ans. Et c'est le même statut côté aide familiale. Ça va nécessiter de la part des exploitants finalement pour certains un accompagnement. Et donc la MSA tout au long de 2025 et de 2026 va aller au-devant de ce public-là pour vraiment accompagner dans les démarches, expliquer les évolutions et qu'est-ce que ça implique pour chacun d'entre eux. Donc voilà, vous allez visiter les exploitations, dire bonjour, c'est la MSA. Alors on va surtout prendre contact auprès des ressortissants qui sont concernés par le statut et leur proposer une rencontre et du coup leur expliquer les évolutions. Donc voilà. Pas de panique, personne ne va arriver par surprise, on va simplement vous contacter. Alors par mail, par SMS, par téléphone, voilà, c'est ça. tout ça. Et puis n'hésitez pas, vous aussi, je pense que vous n'allez pas m'arrêter. Si vous avez une question à poser, aujourd'hui vous êtes là pour y répondre, mais tous les jours,
dans les différentes caisses des mutualités sociales agricoles. Il y a des gens pour vous accueillir et répondre à vos questions. Justement, j'en ai une, vous en parliez à l'instant, une question de Louis, comment être affilié quand on a des revenus agricoles mais qu'ils sont trop faibles? Vous avez un peu répondu. Donc en fait, ce qu'on vous disait, c'est qu'il y a vraiment trois statuts en fait, de conjoints collaborateurs. Donc on va étudier l'ensemble des critères et lorsqu'on ne couvre pas les critères, on est forcément cotisant de solidarité et donc notamment les critères de revenus comme évoqué. Très bien. Est-ce que le terme d'agriculteur recouvre aussi les maraîchers? Alors là, je peux y répondre à Florence. Oui, un maraîcher, c'est un agriculteur. Bien sûr. Donc vous pouvez cotiser à la MSA. Tout à fait. Et y déclencher vos droits. Une question de Jacques. J'ai plusieurs activités. Est-ce que je vais payer plus de cotisations? Donc, en fait, c'est l'activité principale qui est inclue dans le calcul de la cotisation. Donc, non, vous n'allez pas payer plus de cotisations. C'est bon, Jacques, vous pouvez déclarer toutes vos activités, ça ne sera pas plus cher. En tout cas, sur les cotisations MSA. Qui peut être affilié dans ma famille et sous quels critères, nous demande Benjamin. Vous avez parlé du conjoint collaborateur, mais Bien pas sûr. seulement, je crois. Et des aidants familiaux. Donc, on a vraiment, pour tous les ressortissants qui viennent aider sur l'exploitation et collaborer sur l'exploitation, on a le statut de conjoint collaborateur et de collaborateur tout court qui permet en fait de couvrir toutes les personnes qui interviennent sur l'exploitation. Et les aidants familiaux, eux, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un lien de parenté avec le chef d'exploitation. Alors, Voilà. il y a aussi les enfants, je crois, peut-être les ascendants. À partir de 16 ans, tout à fait. À partir de 16 ans. Tout à fait. Moi, j'ai cotisé à la mutualité, enfin, j'ai bénéficié de la mutualité sociale agricole. Mon père était agriculteur, Oui, donc j'étais à la MSA. Ok. Voilà. À partir de mes 16 ans. si vous êtes déclaré, ouais. Oh bah oui, quand même. Bah, Eh, bien, oh papa, très bien, l'affichez pas comme ça parfait. quand même. Bon, j'avais 16 ans, c'était quand même il y a un peu longtemps. Les ascendants aussi, vous me disiez tout à l'heure, pas Oui. seulement les enfants. Exactement, oui, oui. Les ascendants, les descendants, les collatéraux, ce qu'on appelle les collatéraux, c'est-à-dire avec le même degré de parenté. Donc, à partir du moment où ils sont déclarés comme aidants, ils bénéficient d'une protection. Une question d'Audrey, est-ce que l'on peut être conjointe collaboratrice et associée d'une société? Alors précisons, si c'est la même société, c'est pas pareil que si on a aussi une autre activité à côté. Voilà, c'est-à-dire un statut pour une personne sur une exploitation. Donc, on ne peut pas être à la fois associé et à la fois conjoint collaborateur. Ok, quelles sont les cotisations, nous demande Ludovic. Ludovic, dis donc, votre question est large comme ça. Mais ça tombe bien, Margot nous a préparé un petit topo en panorama général de ce à quoi on cotise. On le rappelle, hein, c'est toutes les branches de la sécurité sociale. Elles sont toutes concentrées à la MSA en un seul endroit, la mutualité sociale agricole. Alors à quoi correspondent vos cotisations? C'est le 2 minutes pour comprendre de Margot Guittard. Chaque adhérent de la MSA bénéficie de prestations d'assurance maladie, maladie professionnelle, accident du travail, famille et retraite. En clair, c'est un seul et même organisme qui vous versera vos remboursements de frais médicaux, l'allocation de rentrée scolaire, votre pension d'invalidité ou encore votre retraite. Les cotisations sociales demandées sont donc la contrepartie du droit à ces prestations et permettent surtout de les financer. Une partie de vos contributions sont aussi appelées pour le compte de l'État pour participer au financement de la sécurité sociale, mais aussi pour rembourser sa dette associée. D'autres contributions sont quant à elles appelées par des organismes tiers pour financer par exemple votre droit à la formation ou encore le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, le FMSE, qui vous indemnisera en cas de perte économique à la suite d'un accident sanitaire environnemental. Le montant de vos cotisations dépend de plusieurs facteurs. Votre statut, vos revenus, s'il s'agit de votre activité principale ou secondaire, des règles spécifiques d'assiette, de taux de cotisation, d'allègement ou d'exonération même, et enfin de la présence de membres de votre famille qui participent aux travaux. 2 types d'assiettes sont proposés pour le calcul des cotisations et contributions sociales. D'un côté, l'assiette triennale qui prend en compte vos revenus des 3 dernières années, et de l'autre, l'assiette annuelle qui prend en compte vos revenus de l'année précédente. Attention, si vous ne déclarez pas vos revenus, vos cotisations seront calculées sur une base forfaitaire majorée. Et en cas de retard, vous aurez une pénalité de 5% du montant de vos cotisations finalement dues. Enfin, notez bien que vos cotisations et contributions sociales sont dues pour l'année entière. Cela signifie que si vous cessez votre activité après le 1er janvier, vous devrez quand même payer l'intégralité des cotisations pour l'année en cours. Cependant, si vous installez après le 1er janvier, vous ne payerez vos cotisations et contributions sociales que l'année suivante, à l'exception de votre contribution au FMSE si vous y êtes éligible et de votre cotisation à la TEXA qui vous indemnisera en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
J'espère que vous avez tout compris à vos cotisations et contributions. Et si vous avez besoin de plus d'infos, rendez-vous sur mercipourlinfo.fr et sur le site de la MSA. Les 2 adresses à retenir, en plus il y en a au moins une des 2 qui accueille aussi le public. Et alors cette affiliation, concrètement, comment ça se passe, Géraldine ? Alors, en fait, au moment de l'affiliation, ce qui va vous être demandé, c'est de déclarer du coup votre activité. Donc, concrètement, on a un guichet électronique des formalités d'entreprise qui est le guichet unique pour l'ensemble des entreprises et qui vous permet de faire toutes vos déclarations, la création, des modifications et même la cessation lors de votre départ. Une fois que vous avez fait ça, l'INSEE va vous communiquer un numéro de sirène. Alors le sirène, en fait, c'est votre identifiant d'entreprise, si je précise mon propos. Et un numéro de sirène, alors celui-là, c'est vraiment tous les établissements ou les établissements qui seront rattachés aux sirènes et qui va nous donner toute la partie vraiment de géographique et de territorialisation des établissements. Ensuite, nous, côté MSA, on va revenir vers vous pour un dossier complémentaire avec quelques questions complémentaires sur des critères d'affiliation. Et on vient de simplifier ce dossier d'affiliation. Vraiment, on travaille, et j'y reviendrai peut-être à la fin sur ce propos-là, sur des démarches de simplification. Donc ce dossier d'affiliation a été simplifié et vraiment raccourci. Et on a besoin de quelques éléments complémentaires, notamment au moment du calcul des cotisations. Et une fois évidemment que l'affiliation est opérante, du coup on confirme évidemment l'affiliation et c'est ça qui va enclencher en fait toute l'ouverture des droits aux prestations sociales. Et alors, toutes ces cotisations, que deviennent-elles ? Est-ce que vous allez me payer un pot à tous les stands du Salon de l'Agriculture ? Non. Malheureusement, non. Heureusement, elles vous sont reversées, tout simplement. C'est le principe de la sécurité sociale. Une belle invention française. Elles vous sont reversées, c'est le principe de la solidarité, où tout le monde cotise et puis on donne à ceux qui en ont le mieux besoin. C'est 32,5 milliards, ce chiffre qu'on voulait vous annoncer. 32,5 milliards, c'est le montant des prestations sociales qui ont été versées en 2024. Passage, merci pour vos chiffres, ils viennent de chez vous parce que souvent les chiffres, il y a 2 ou 3 ans, vous avez consolidé les chiffres de l'année 2024, on est qu'en février, c'est remarquable. Et puis, à quoi sont-ils exactement distribués ? Eh bien, je vous emmène faire un petit point météo ici à côté. Sur 100 € versés de prestations sociales, concrètement, la mutualité sociale agricole reverse avant tout 53 € pour les retraites. Et oui, le monde agricole, c'est un monde où il y avait plus d'agriculteurs autrefois qu'aujourd'hui, donc ça pèse beaucoup les retraites dans le budget de la mutualité sociale agricole. Les dépenses de santé, évidemment, à côté 42 € sur les 100 € versés par la MSA. Et bien, finalement, on s'aperçoit que les allocations familiales dans tout ça, c'est pas grand-chose, c'est 4 €, c'est les mêmes allocations familiales que dans le régime général. Et puis, j'allais dire fort heureusement, les accidents du travail et maladies professionnelles, c'est seulement 1% des dépenses de la Sécu des agriculteurs, heureusement, parce que ça veut dire que peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça des accidents, mais la MSA est là aussi quand il y en a, on en parlera tout à l'heure. Et on avait une question pour continuer. Sur une question de Juliette, justement sur l'accident de travail. Je suis victime d'un accident sur mon exploitation. Quelles sont les aides et que peut me fournir la mutualité sociale agricole ? Alors, il y a 2 formes d'accidents possibles. Il y a l'accident de la vie privée qui peut survenir également sur l'exploitation et l'accident de travail. Donc, c'est celui qui intervient à l'occasion ou du fait du travail. Dans le premier cas, comme dans le second, il y a une prise en charge complète qui est faite, c'est-à-dire que non seulement les prestations de soins, les soins seront remboursés, que ce soit les consultations, les médicaments, etc. Mais il y a également le versement d'indemnités journalières, que ce soit un accident du travail ou un accident de la vie privée survenu sur l'exploitation. Justement, sur ces indemnités journalières, avant de poser la question de Guillaume, on va les afficher, si vous les avez, s'il vous plaît, les indemnités journalières. Elles s'élèvent à... Mon Dieu, j'ai pas mes notes, mais elles vont apparaître en l'instant ici. Oui, j'ai pas les bons yeux. Vous pouvez m'aider, j'arrive pas à lire de si loin. Bon, 25,36 me dit Margot, c'est les indemnités journalières. Tout à fait. À partir d'un des 28 premiers jours, et c'est plus après. C'est-à-dire qu'il y a le petit délai de carence des 3 premiers jours. Oui, ça vaut pour à peu près 4 tout le monde. à 28, et après ça passe à 33 € par jour. Et on est, contrairement au régime général, je crois, on est moins bien indemnisé passé un certain seuil. Je ne pourrais pas vous répondre. Moi, il me semble bien que oui, j'espère pas dire de conneries. Agricole. Mais on est mieux indemnisé pour un arrêt maladie plus long, et évidemment, parce que c'est aussi, ça affecte plus le travail au quotidien et le pouvoir d'achat, bien entendu. Guillaume nous demande, c'est sa femme qui vient d'avoir un accident sur son exploitation, comment sera-t-elle indemnisée ?
Alors, vous avez dit il y a deux possibilités, hein, si c'est un à accident fait. domestique. Alors, on va partir du principe de l'accident de travail, puisque c'est à peu près la question qui nous est posée. Et en partant du principe aussi que votre épouse est déclarée et connue de la MSA, soit en tant que collaboratrice, soit peut-être en tant que salariée, eh bien, à ce moment-là, elle bénéficie, elle aussi, des indemnités journalières et de la prise en charge totale des frais de santé. Voilà, en espérant que ce n'est pas trop grave et qu'il n'y aura pas besoin d'une consolidation, c'est-à-dire que l'incapacité est définitive et que ça ne donnera pas lieu à une rente. Sinon, la rente, le versement de la rente est également possible. Très bien. Une question de Pierre-Emmanuel. Comment fonctionnent les aides en cas, cette fois-ci, d'invalidité ? Après un accident de travail, on peut être considéré. Alors, est-ce qu'on doit passer par la reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé ? Quid de l'invalidité ? Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir en effet une carte d'invalidité. On peut demander de bénéficier d'une indemnité d'invalidité, soit y compris en cas d'invalidité partielle. Il n'est pas nécessaire, heureusement, d'être invalide complètement. Et si on est vraiment invalide et que ça nécessite d'avoir également une aide à domicile, il y a également une prise en charge à ce niveau-là. Donc, en fait, ce sont les trois catégories et les trois catégories sont indemnisées, sont prises en charge. Eh bien justement, le montant de cette invalidité, on va vous l'afficher. Il y a un montant minimum et un montant maximum. Alors mensuel, en cas d'invalidité partielle, c'est entre 360 et 579 €. Et en cas d'invalidité totale, vous en parliez aussi, on monte à 639 et jusqu'à 966 €. Vous avez dit qu'on pouvait peut-être travailler, pas quand on est en invalidité totale, que quand on est en invalidité partielle. Exactement, et on aura le cumul de son salaire et de sa pension d'invalidité. Donc ça n'empêche pas de travailler, vous êtes invalide, vous ne pouvez quand même travailler et tirer revenu de votre activité. N'oubliez pas de demander l'indemnité invalidité. Voilà. Se renseigner auprès de sa caisse et savoir donc ce qu'il est possible d'obtenir comme indemnisation, complément en fait de revenus. Alors une question d'Emeric, est-ce qu'on reçoit plus d'aide si on est polyhandicapé ? Avant que vous répondiez à cette question, j'aimerais en profiter, c'est une superbe transition, pour vous parler de Sébastien. Sébastien Huet, c'est quelqu'un qu'on a rencontré du côté de Nantes. Il est adhérent à la Mutualité sociale agricole, il est agriculteur et lui souffre de polyhandicap justement. Nathan Châtelain est allé le rencontrer. Pratiquement toute ma vie, je me suis un peu bagarré pour exister dans la société. J'ai toujours rebondi, oui. La roue, elle tourne à chaque fois, de toute façon. Je suis agriculteur depuis 2011. J'ai fait déjà un reclassement travailleur handicapé au niveau du dos, parce que j'ai une fracture de fatigue au dos. J'ai été paraplégique parce que j'ai aussi une sclérose en plaques, donc je marche aussi avec des attelles. J'ai eu 2 accidents du travail, là. J'ai un bras où je peux plus le tendre et puis je peux plus le ramener vers moi. Donc j'ai un bras qui est plus petit, puis que je peux pas trop manier. Oh la vache, le démarrage, j'ai Arthur. Ah putain, ça a été bouffé, ça. J'ai le dos qui capote. Je fais du maraîchage, je fais de l'arboriculture, tous les légumes diversifiés qu'on peut trouver, à peu près une 30-40 variétés différentes de légumes. Là, la plupart des cueillettes, l'hiver, réellement, je ne les fais pas. Je ne les fais pas parce que j'ai des difficultés avec l'équilibre et puis à glisser, et c'est compliqué pour moi. Je fais plusieurs activités, j'en fais un peu, après je me repose, un quart d'heure, 20 minutes, après je vais revenir, je vais refaire ça. En étant à mon compte, j'ai un peu de flexibilité par rapport à ça que je n'aurais pas en tant que salarié. J'ai acheté ma liberté d'une certaine façon, je le paye cher financièrement, forcément. On va pouvoir changer de terrain. Je bénéficie de la RQTH, la reconnaissance de travailleurs handicapés, depuis 2009. J'ai eu des aides par biais de la MSA, Cap Emploi, la GFIP. J'ai eu des aides pour du matériel pour atteler sur le tracteur, pour le désherbage. Je vais avoir d'autres aides, certainement financières, comme je suis polyhandicapé par rapport à la lourdeur du handicap. Moi qui suis polyhandicapé, avoir un salarié, ne serait-ce que même à mi-temps, sur la haute saison, ça apportera un coup de main pour, suivant les récoltes et la mise en place des cultures, et être moins un peu dans la panade et avancer un peu plus vite, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire Bon, je vais faire un peu de plantation de diarrhée. Ça aurait été extrêmement compliqué de trouver un métier en tant que salarié, quoi. J'en ai fait la mère expérience en 2000-2009. Bon, on avait vu que j'avais des problèmes au dos. On m'a fait comprendre que je faisais bien le boulot, mais il n'y avait pas que ça. Après, c'est possible de trouver du boulot avec un handicap, mais c'est compliqué, très compliqué. Ce qui fait tenir, c'est qu'on a des enfants, on est mariés. Il y a des moments, on fait le dos rond et puis on attend que l'averse passe et puis on va de l'avant. Il y a toujours des ras-le-bol, des coups de blues. Des fois, il y a des choses qui nous ennuient. Ça, c'est normal. Je pense que ça arrive à tout le monde. Vu mon état, j'aurai la retraite avant les autres. Après, il faut trouver un repreneur, quoi. Ça me ferait mal de quelqu'un qui reprend derrière moi, puis qui se plante aussitôt, puis qui n'y arrive pas, quoi. Je vais faire ce voyage-là.
Après, je vais refaire un autre voyage et puis après, je vais retourner à Arpiquelaï. Eh bien, merci Sébastien pour votre témoignage. Alors, il y a beaucoup de choses dans le témoignage de Sébastien. Il y a effectivement, pour répondre à la question précédente, plusieurs handicaps, donc plusieurs indemnisations, vous me le confirmez? Alors oui, et comme le dit Sébastien, on peut continuer de travailler et bénéficier d'une pension d'invalidité. C'est exactement ce qu'on se disait juste avant. Il y a la possibilité, alors je crois comprendre de la situation de Sébastien, qu'il a eu des maladies vie privée, il a eu des accidents de travail, comme il le précise aussi, et on peut cumuler et une pension d'invalidité pour la vie privée et pour un accident du travail. Et ce que je conseillerais peut-être à Sébastien, mais il doit le savoir puisqu'il pense déjà à C'est-à-dire la retraite. Oui, tout à fait. C'est qu'il peut prendre une retraite anticipée pour invalidité. Et puis, si jamais il veut garder un œil ou continuer de travailler quand même un petit peu, il y a le mécanisme de la retraite progressive. Donc, j'inviterai moi Sébastien à contacter sa caisse de MSA s'il ne l'a pas déjà fait, mais apparemment si. Pour savoir en effet si d'autres aides que celles qui lui ont été attribuées sont encore disponibles ou renouvelables. On ne sait jamais, bien sûr. Et comment organiser son départ à la retraite dans les meilleures conditions pour qu'il puisse s'économiser tout en ayant plaisir à son activité. Y compris, on voit qu'en plus il est content, il se dit en tant que salarié, ça ne serait pas facile de retrouver du boulot. Il est content d'être agriculteur, il est accompagné. La retraite progressive dont vous parlez concrètement, ça veut dire qu'on part à la retraite petit à petit. C'est-à-dire que sur 5 ans. Alors, non, alors c'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question de cession de part d'activité. Donc, il peut rester travailler et il a son repreneur et chacun, en fait, a une part d'activité sur la même exploitation. Et donc, la part de Sébastien va diminuer petit à petit. On cède progressivement et en montée en charge, on a le montant retraite. Alors, il faut savoir que quand on bénéficie d'une pension d'invalidité, la pension de retraite prend la place de la pension d'invalidité. Mais toutefois, sur demande, on peut demander un complément d'indemnisation. Ok. Et je pense que ça peut drôlement intéresser Sébastien parce qu'il me semblait déceler aussi dans ce qu'il nous racontait qu'il aimerait bien passer la main. Et alors vous recrutez pas forcément non plus le successeur, mais pensez-y aussi quand vous avez une exploitation, vous dites qu'il n'y a plus personne qui est trop là. Bon voilà. Mais en vrai, si dans les lycées agricoles, on peut trouver plein de jeunes gens qui ont envie de faire une alternance. On peut trouver peut-être là son futur repreneur ou enfin un voisin, en tout cas, pensez-y. Une question de Martin. Ma femme qui travaille autant que moi, a-t-elle la même couverture? Alors là, j'allais vous dire, Martin, si je vous ai bien suivi, Géraldine, au début, ça dépend. Alors, on va partir du principe que madame est co-exploitante puisqu'elle travaille autant. Ou peut-être salariée, travaillant beaucoup aussi. À ce moment-là, oui, puisqu'elle cotise, qu'elle est identifiée et qu'elle cotise, elle a les mêmes droits. Même droit à la retraite, même droit à l'invalidité, ce qu'on ne lui souhaite pas, et à la maladie. Et comme vous l'avez dit, si elle travaille autant, il est temps d'envisager, si d'aventure elle était aujourd'hui conjointe collaboratrice, de lui donner de meilleurs droits. Un statut conjoint collaborateur, encore, c'est un bon statut, même si en effet il est amené à cesser, à disparaître. Mais en effet, quoi qu'il en soit, il faut donner à madame, si ce n'est pas déjà fait, une belle protection sociale. Donc pour ça, pensez-y, msa.fr pour les infos. Et puis on va toquer à la porte aussi. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien rencontrer des vrais gens. Content de vous voir aujourd'hui plutôt que de discuter avec le robot ou avec m'informer tout seul sur mon site dans mon coin. Une question de Jean-Pierre. Mes enfants peuvent-ils bénéficier de l'affiliation à la MSA après ma retraite ou mon décès? Alors, il y a un accompagnement qui est possible en cas de décès des familles. Donc ça, c'est tout ce qui est rattaché à la personne décédée. Et donc, il va y avoir notamment une prise en charge des frais funéraires, parfois même un capital décès qui est versé à la famille, aux ayants droit. C'est important d'y penser. C'est vrai aussi, d'ailleurs, dans le régime général, le capital décès est pas très sollicité. Tout à fait. Or, on a autre chose à penser à ce moment-là, bien sûr. Mais justement, ça peut aider à aller au-devant de ces moments-là où on a autre chose à penser que parfois trouver simplement de l'argent. Tout à fait. C'est des montants quand même qui sont pas négligeables. On est à un peu moins de 2 000 € pour les frais funéraires, un peu moins de 4 000 pour le capital décès. Ce sont quand même des belles sommes. Donc il y a cet accompagnement, mais il y a aussi un accompagnement psychologique. Vous le disiez, c'est important d'aller voir sa caisse parce que au-delà des aspects financiers, il y a aussi une aide qui est apportée à l'ensemble de la famille. Ça, c'est donc dans la situation funeste du décès. La situation en retraite, il y a la possibilité de rester affilié une certaine durée, 12 mois,
après la sortie d'affiliation classique. Et puis peut-être que la famille de Jean-Pierre est aidant, et donc affiliée en tant que telle, et donc a le droit de conserver son propre statut, même si c'est le rattachement initial à une exploitation. Eh bien, vous voulez que je vous dise, vous avez aussi répondu à la question de Laura, qui nous demandait comment ça se passait, quel accompagnement, qu'a décidé Laura, vous avez votre réponse. Une question de Colline, on va revenir à des choses un peu plus gaies que le décès quand même. La maternité, la paternité. Comment ça se passe dans ces cas-là? Le congé de maternité, le congé de paternité, existe-t-il et comment ça fonctionne? Alors, il existe bien sûr chez les salariés, mais chez les non-salariés, et c'est ça qui est intéressant, bien sûr, il y a un congé de maternité et un congé de paternité, et aussi un congé d'adoption. On y pense moins, oui, mais bien sûr, bah, tout à fait. Il existe également. Qui est le même. Qui est le même, tout à fait. Les durées ne sont pas les mêmes. Donc, pour le congé de maternité, il est de 16 semaines, 6 avant, 10 après. Il y a également la possibilité d'avoir un congé de pathologie de 2 semaines, comme au régime général. Et pour le congé de paternité, il est de 25 jours, avec la possibilité de prendre ensemble ce congé ou sur des périodes différentes. Et pour l'un comme pour l'autre, y compris pour le congé d'adoption, on peut se faire remplacer. Donc il faut s'adresser à sa caisse de MSA qui vous met en lien avec un service de remplacement, une antenne locale. Ah, c'est pas que le financement, c'est aussi de l'accompagnement à trouver le remplaçant. Tout à fait. Vous trouvez des remplaçants? Tout à fait. On vous trouve le remplaçant selon des critères que vous avez établis. Si vous souhaitez qu'il fasse la comptabilité, l'entretien des bâtiments, etc., vous cochez tout ce que vous voulez. Et il y a une prise en charge complète, prise en charge financière à 100%. Donc même la CSG-CRDS est prise en charge. Ok, bon bah ça, pensez-y. Je prétends pas être très savant sur le sujet, mais vraiment j'ignorais complètement ça. Vous me l'apprenez et drôlement utile. Et on trouve vraiment concrètement, on parle parfois de crise des vocations, enfin on trouve du monde quand même, il faut y aller quoi. Alors les services de remplacement sont très bien fournis et je crois savoir qu'ils se font en plus des aides entre services, c'est-à-dire que si on ne trouve pas sur le département, on appelle un copain à côté. On peut trouver sur le département. C'est du bon sens, tout ça bien sûr. Est-ce qu'on peut prendre nos congés parentaux? C'est pas la même chose, congé de maternité, congé de paternité et congés parentaux, qui vient souvent en complément. Est-ce qu'on peut le prendre en même temps? Et qui s'occupera de l'exploitation? On a commencé un peu à répondre à Martine. Oui, alors le congé parental, c'est dit le congé de naissance. C'est donc celui qui est à prendre dans l'année qui suit. C'est une faculté qui est offerte en plus de l'accueil de l'enfant pour la naissance. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de service de remplacement, il n'y a pas d'indemnité de remplacement. C'est vraiment une prestation dite famille en plus. Oui, là, on n'est pas sur la santé. Voilà, exactement. Plus, alors que le congé de maternité, le congé de paternité, il me semble que maintenant, il faut le prendre, quoi. On n'a pas le choix. Ah oui, mais il est nécessaire de le prendre. Ça n'arrive pas 10 fois dans une vie, normalement, donc il faut en profiter. Oui, mais ça arrive moins souvent 10 fois aujourd'hui. Mais oui, faut, puis on est là quand même pour s'occuper de son enfant. À ce moment-là, on a autre chose à penser que... Notamment la compta dont vous parliez. C'est cool de trouver quelqu'un pour aider pour la compta. Exactement. Et puis, on va passer maintenant à la question de la retraite. Hein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, votre premier poste de dépense à la mutualité sociale agricole, c'est pour les agriculteurs retraités. Ils sont nombreux et ils perçoivent une pension. Alors de combien? Si on prend la pension mensuelle brute que vous avez donnée à la sénatrice qui a rendu son rapport là-dessus l'année dernière, ce sont des chiffres de 2021, c'est 840 €. Mais si on considère la carrière complète d'un chef d'exploitation, là on monte à 1150 €. D'ailleurs 840, c'est pas terrible, c'est ce qu'a mon père. Il me semble qu'il y avait une promesse présidentielle de monter un petit peu, elle est venue petit à petit, mais la moyenne est à 1150 au 4e trimestre 2024 pour les chefs d'exploitation à carrière complète. Sachant qu'on considère là-dedans aussi la complémentaire. Et la complémentaire, il ne faut pas l'oublier, elle est obligatoire pour les agriculteurs. Il y a une complémentaire obligatoire. Tout à fait. Donc pour répondre à la question de Jean, à quel âge est-ce que je peux partir à la retraite? Jean précise, je n'y comprends plus rien. Oui, on a eu une réforme il y a 2 ans, 1 an et demi. Alors je pense que Jean doit être dans ces années 61, 62, 63, où on est au moment où c'est plus 62, c'est pas encore 64. À quel âge est-ce qu'il va partir Jean? Merde, j'aurais dû y faire un dessin à Jean. Tiens, c'est 67 maximum. Voilà, exactement. En fait, il y a 2 âges. Il y a l'âge
dit légal et l'âge du taux plein. L'âge légal, c'est 64 ans. Tout le monde a entendu parler. Là, cet âge-là, d'ailleurs, est à nouveau en cours de réflexion pour éventuellement une Pour l'instant, réforme. ça se passe pas très bien les négociations. On devrait rester à ce qui existe depuis 1 an et demi, mais on verra. Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, il est de 64 ans. Donc l'âge légal où je peux partir, c'est 64. Voilà. Et si À vous- taux plein, si j'ai tous mes trimestres. Alors, 64 ans est très bien si vous avez tous vos trimestres. Si vous n'avez pas tous vos trimestres à 64 ans, vous attendez de les avoir et de toute façon, à 67 ans, c'est l'âge dit du taux plein. Même si j'ai pas tous mes trimestres, à 67 Exactement. ans, j'ai le taux plein. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est voilà, c'est assez schématique, mais c'est donc assez simple aussi. Et pour ce qui est de parfaire la réforme, il va y avoir des modifications pour les non-salariés très prochainement. Bon, suivez l'actualité. Nous, on est sur le coup à merci-pour-l'info.fr. Je pense que vous l'êtes aussi. msa.fr, vous communiquerez, voire même en allant à l'encontre du public. Comme vous nous le disiez, Géraldine, une question de Francis. Où en est la réforme sur la prise en compte des 25 meilleures années? Ça aussi, c'est un chantier. Alors, c'est justement l'actualité en ce moment. Jusqu'à présent, la retraite est calculée sur l'ensemble de la carrière. Très bientôt, la pension va être calculée sur les 25 meilleures années uniquement. Ce sera valable Comme dans le en fait, régime général. exactement. Pour ceux qui partent à la retraite en 2026, ce sera calculé donc à partir de 2028 pour nous laisser le temps de le faire, avec une rétroactivité à 2026. Donc là, uniquement les meilleures années, les 25 meilleures années seront prises en compte, à la fois sur la période agricole, mais aussi la période non agricole du régime général. Les deux seront joints. Donc a priori, si je fais un calcul un peu sur un coin de nappe comme ça, je me dis que les 25 meilleures années, ça risque d'arriver à un taux meilleur que sur l'ensemble de ma carrière. C'est un peu une évidence. Donc si vous prévoyez de partir à la retraite cette année en 2025, peut-être que ça peut être malin d'attendre 2026. Si vous avez une dizaine d'années où vous aviez des revenus médiocres, ou en dents de scie, Voilà. les 25 meilleures années, ça sera un vrai avantage Tout pour le à fait. calcul. Bon, après, à vous de calculer, ça fait travailler 1 an de plus. Et si je travaille 1 an de plus avec une activité un peu plus faible, finalement, ce ne sera pas la meilleure année, elle ne sera pas prise en Voilà. compte. Mais... Si par exemple on veut devenir exploitant et qu'on était collaborateur jusqu'à présent, eh bien ça devient une année très valorisée et elle sera prise en compte dans les 25 meilleures et non plus diluée dans l'ensemble de la carrière. Donc oui, ça vaut le coup de changer de statut et d'attendre un peu peut-être. Bon, si vous nous regardez, je pense anticiper. Il y aura peut-être moins de demandes de retraite cette année avec cette histoire-là. Mais bon, on suivra l'actualité, on saura plus dans quelques jours. Maintenant, c'est une question de jours, de semaines. Quelle différence de calcul entre la retraite de ma femme qui met sur mon exploitation et la mienne, nous dit Naël? Eh bien, Naël, ça dépend. Ça dépend quel est le statut de votre femme, non? C'est ça? C'est exactement ça. Bon, si elle a le même statut que vous, il n'y aura pas vraiment de différence. Il n'y a pas de raison. Si elle est conjointe collaboratrice, un statut qui disparaît, vous nous l'avez dit, mais qui a pu pendant longtemps permettre d'obtenir des trimestres, mais finalement des pensions qu'au niveau de ce qu'on a cotisé, ça risque d'être forcément différent. Ça ne sera pas son avantage. C'est une des raisons, j'imagine, de la disparition de ce statut pour éviter que certains se retrouvent à la retraite en disant « Ah bah tiens, merde, Voilà. j'ai rien cotisé, j'ai droit à rien. » Bah, Exactement. oui. Oui. C'est bien un trimestre, mais enfin, si en face, il n'y a pas des sous, ça ne se mange pas, quoi. Pourquoi la retraite de conjoint agricole change presque tous les mois, nous demande Ned? Elle change tous les mois, la retraite des... Non, elle ne change pas tous les mois. En revanche, quelques euros. Voilà, mais elle est impactée par d'autres facteurs externes comme le prélèvement à la source ou d'autres allocations qu'on pourrait avoir qui diminuent ou même des majorations sur la retraite qui peuvent venir d'autres régimes. Mais tout ça, ça se stabilise de toute façon sur les mois, mais ce n'est pas le montant de la retraite qui évolue, mais c'est la base sur laquelle sont ajoutés d'autres montants. Alors là, j'avoue que je n'ai pas du tout la réponse. Heureusement que vous êtes là. Je ne ferai rien tout seul. Une question d'Edouard. Pouvez-vous m'expliquer le complément différentiel de retraite? Qu'est-ce que c'est le complément différentiel de retraite? Le CDR, ça existe, le CDR? CDRCO, oui. Ok. C'est l'acronyme. Bien, c'est quelque chose de très bénéfique puisque depuis 2021, c'est une somme, un complément qui est versé pour pouvoir atteindre 85% du SMIC en brut. Donc ça permet justement de rejoindre un niveau dit décent, 85% du SMIC, et donc l'équivalent de ce qui a été demandé. C'est valable depuis 2021, donc c'est essentiel. Ça, c'est... si je me rappelle de papa qui me disait « Ah bah tiens, Macron, il m'a dit qu'il va augmenter la retraite », c'est ce truc-là, c'est ça? Non, c'est pas la promesse présidentielle, c'est autre chose. C'est Ça, différent. c'est vous qui l'avez fait. Ok. Parce qu'il y avait le projet de pas une retraite en dessous de 1 000 euros.
Ça, on laissera le président y répondre. Hein. Oui, voilà, nous on est sur l'agricole. Quand on est tous les trimestres, déjà. Et puis pour compléter un peu ça, c'est bien de parler d'essence avec les 85% du SMIC. Oui, ça compte. Moi, j'avais envie de vous parler d'une chose aussi toute simple. C'est la pension de réversion. On en parle souvent, hein. Merci pour l'info. La pension de réversion pour le régime général, elle existe aussi évidemment dans le régime agricole. C'est pas très gai, on va reparler de décès, mais quand vous êtes veuf, plus souvent statistiquement des veuves, vous pouvez bénéficier de un peu plus de la moitié de la pension dont bénéficiait ou dont aurait dû bénéficier votre épouse. Ça commence à partir de 55 ans au régime général, c'est pareil à la MSA. Alors, je ne sais plus exactement ça. Vous me posez une colle. Mais Pardon, on vous l'affichera. Oui, merci. Sinon, renseignez-vous auprès de votre caisse de MSA. Oui, déjà, on va toujours les voir. Un autre élément qui est important aussi quand quand on a une petite retraite et qu'on veut avoir un complément, qu'on aimerait avoir un complément, il y a l'ASPA qui permet justement de faire une demande de prestataire. L'ASPA, c'est l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Exactement. Et donc, c'est un complément qui est versé à la retraite et qui permet justement de s'aligner sur un montant minimum quand on n'a pas validé ni toutes ces années, ni tous ces trimestres. D'accord. Donc, si vous n'avez pas une retraite formidable, disons que c'est en dessous, je crois de tête que c'est 1100 €, vous pouvez demander un complément. C'est ce qu'on appelle une allocation différentielle, l'ASPA. C'est-à-dire que si vous n'avez pas atteint ce niveau-là, vous êtes un petit peu en dessous, l'allocation de solidarité avec les personnes âgées vous permet, alors ça peut être 10 €, ça peut être 500 €. Ça dépend de la différence entre votre retraite et de tête, je crois que c'est les 1100 €. Donc pensez à la demander. Alors un petit détail quand même sur l'ASPA, j'entendais plein de gens me dire oui, sinon c'est bon, je la connais. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent pas, hein, donc vraiment vous informer sur vos droits c'est important. Mais il y en a qui la connaissent et qui préfèrent pas la demander parce que elle est récupérée sur l'héritage derrière. Alors, c'est-à-dire que la valeur de récupération, de rétrocession sur la succession était de 39 000 € sur la valeur des biens. C'était assez faible. Elle a été portée à 100 000 € depuis l'année dernière. Mais ce qui est important de savoir, c'est ce qui est compris dans la valeur. Avant de continuer, ça veut dire que jusqu'à il y a quelques années, tout ce qu'on avait pu obtenir d'ASPA, toute l'ASPA qu'on avait pu toucher, on devait la rendre au moment du décès. Le fisc allait la récupérer au-delà de 39 000 € de patrimoine seulement. C'était le patrimoine, mais ce qui est important, c'est de savoir... Maintenant, c'est 100 000. Voilà, exactement. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce qui est compris dans la notion de patrimoine. Donc, par exemple, votre maison sur l'exploitation... Là, vous m'avez appris une belle écoute. On en parle un peu ensemble tout à l'heure. Écoute bien, maman, tu ne voulais pas demander l'ASPA, tu devrais le faire. En fait, le mieux, c'est d'aller voir votre conseiller MSA et lui pourra vous dire exactement ce qui rentre dans l'assiette de récupération, de risque de récupération ou pas. Et puis, si vous ne cochez pas toutes les cases, vous ne la demandez pas. Si, en revanche, tous les biens que vous avez permettent de ne pas excéder cette valeur-là, à ce moment-là, il ne faut pas s'auto-censurer et il faut en faire la demande. Le patrimoine, c'est l'argent, c'est la propriété aussi. Donc une maison, selon où on se trouve, ça a vite fait d'être au-dessus de 100 000. Donc est-ce qu'elle est rattachée ou pas à l'exploitation? Mais si elle n'est pas rattachée à l'exploitation, alors allez voir votre conseiller, il pourra analyser tout ça et vous dire exactement ce à quoi vous avez droit. Bon, maman, t'as vu, va voir ton conseiller, va voir la MSA. Justement, on a dit que pour compléter des retraites qui sont parfois pas énormes, même si on a vu que c'est quand même plus de la moitié du budget de la MSA qui sert à financer les retraites. Mais bon, les retraites des agriculteurs, c'est pas forcément les plus élevées en France. Donc on a vu qu'il y avait la pension d'inversion, on y pense, quand on est veuve, même si on a été marié, il faut avoir été marié, mais même si on a été marié un petit bout de temps, ça suffit. Et même juste un an, ça suffit. Et puis, on a pensé aussi à parler, merci beaucoup, de l'allocation de solidarité avec les personnes âgées, l'ASPA. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a peut-être aussi plein d'autres choses. Donc, renseignez-vous auprès de votre mutualité sociale agricole. Et parfois même, c'est la mutualité sociale agricole qui vient au-devant de vous. Exactement. Peut-être en complément, donc voilà, comme vous l'évoquiez, il y a d'abord toute une offre numérique qui s'enrichit au fur et à mesure avec des démarches réalisables en ligne. Donc on a vraiment un processus de vous proposer les démarches le plus simples possible et d'enrichir notre offre de service. Comme quelle démarche par exemple je peux faire déjà en ligne? Vous pouvez faire un dépôt de demande de retraite par exemple si on reste dans la schématique. Donc, ça c'est possible, vous pouvez faire en ligne. Après, on a évidemment des accueils physiques, des accueils téléphoniques sur l'ensemble du territoire avec des relais aussi dans les maisons France Service.
Et on a du conseil aussi spécialisé sur certains moments. Notamment, on fait des conseils au moment de l'affiliation qu'on évoquait au tout début de notre entretien. Et puis, on a des conseils aussi personnalisés au moment de départ à la retraite, où on a des accueils où on peut vous conseiller sur le départ à la retraite. On a à cœur vraiment d'être dans des démarches d'accompagnement tout au long de la vie et d'essayer d'intervenir tout au long de la vie. Donc, vous le verrez, on a beaucoup de campagnes d'information et de communication sur les droits. On essaye d'accompagner toutes ces réformes. Par exemple, on a cité un certain nombre des réformes avec des campagnes de communication, des newsletters pour informer au plus près des droits. On a des campagnes aussi sur le non-recours. Comme on le sait, en protection sociale, il y a quand même une série de prestations qui ne sont pas toujours demandées alors qu'elles sont possibles. Oui, il y a des taux de non-recours très importants, notamment exactement. Plus de 60%. On en parlait sur la pension de réversion. Le RSA aussi, je crois que c'est 34% le RSA. Voilà. Donc c'est subjugant, il faut connaître ses droits. C'est ça. Donc du coup, sur cette question de lutte contre le non-recours, on a des campagnes vraiment de sensibilisation et des démarches à aller vers. J'y reviendrai dans un très court instant. Et surtout, on a un dispositif. On va revenir sur notre dimension de guichet unique qu'on évoquait aussi tout à l'heure. On a un dispositif qui s'appelle les rendez-vous prestations. L'objet des rendez-vous prestations, c'est vous allez voir votre MSA et on va étudier l'ensemble des droits qui sont possibles au regard de votre situation. Donc on est vraiment dans un accompagnement personnalisé avec vraiment une étude globale de la situation. Et puis, sur les démarches à aller vers que j'évoquais rapidement, on a des campagnes en fait, où on vient vers vous à travers soit des appels sortants, soit des campagnes de SMS, pour venir à des moments un peu clés de votre vie, au moment, par exemple, d'un arrivée d'un enfant, au moment d'un départ à la retraite, lorsqu'on constate au moment de l'installation. On a vraiment des systèmes où on vient au-devant de vous pour vous faire une offre de service et pour venir nous rencontrer, qu'on puisse vous accompagner. Donc ça, c'est vraiment cette logique d'aller au-devant, au-delà de donner déjà de l'information, mais d'aller aussi au-devant et de pouvoir vous accompagner à ces moments un peu cruciaux, en tout cas dans votre vie personnelle et professionnelle. Ok, bon, pensez aussi que vous pouvez aller vous-même au-devant de la Gardère, il n'y a pas de raison, c'est dans les deux sens. Allez, alors, si la MSA vient vous voir, n'hésitez pas à aller les voir aussi, parce qu'on l'a vu, il y a des tas de droits qui sont parfois un peu oubliés. Dès le deuxième enfant, des allocations familiales, et puis on a vu aussi plein de choses quand on est malade. Enfin, moi, je connais pas mal d'agriculteurs, on ne dit pas qu'on est malade, on continue à travailler, c'est quand même couillon de ne pas pouvoir profiter. Vous avez même dit que vous pouvez trouver des gens qui travaillent à notre place, être remplacés comme quand on est salarié du privé. Alors, pas dans le cas de la maladie. Hein. Non, ça c'est, pardon, excusez-moi, je dis une connerie. Ça c'est évidemment quand c'est un petit peu plus long que ça. Dans l'arrêt maladie, il est indemnisé et on peut être remplacé quand il s'agit d'une invalidité. Bon, je révise un peu mes fiches. Donc n'hésitez pas. D'un congé maternité. D'un congé maternité, paternité. Voilà, tout à fait. Et l'invalidité, non, pardon. Donc, pas l'invalidité. Et puis, si vous voulez connaître aussi tous vos droits, nous on a un simulateur sur Merci pour l'info, mercipourlinfo.fr. Vous cliquez sur simulateur, outils et services simulateur, et vous pourrez voir un simulateur. Ça vaut aussi pour les agriculteurs. On a introduit 800 et quelques aides et allocations auxquelles on peut avoir droit selon tous les moments de la vie. Donc n'hésitez pas à y jouer. Alors c'est un simulateur qui vaut un instant T. Vous l'avez dit, il y a aussi beaucoup régulièrement de réformes. On en a soupé quelques-unes dernièrement, on en a d'autres qui nous attendent à venir. Donc le temps de se mettre à jour, ça vaut le coup aussi de passer voir son service public, en l'occurrence la Mutualité sociale agricole, pour savoir un peu en dernière minute ce qu'il y a. Et puis vous nous l'avez dit, c'est parfois une question de semaine. Là, dans quelques semaines, il y aura aussi des choses qui peuvent changer. Bon, voilà. Donc rendez-vous est pris pour venir vous rencontrer enfin peut-être pas vous, si vous faites de l'accueil public, vous ne faites pas forcément de l'accueil public dans toutes les caisses, mais ça peut arriver. En tout cas, de rencontrer vos agents de la Mutualité sociale agricole, ils pourront répondre à toutes vos questions, y compris en physique. Et puis quand on est parfois dans un coin très reculé où on dit qu'il n'y a pas de service public, il y a quand même quelque chose depuis quelques années, vous en avez parlé, qui sont les maisons France Service. C'est assez important, les maisons France Service. Quand il n'y a plus trop de services publics, ils sont tous concentrés là-dedans. Et pas que en numérique, et avec des gens qui peuvent aussi vous aider, vous accompagner quand on n'est pas un pro du numérique, à pouvoir remplir aussi tout ça, y compris numériquement, parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, même au moment de demander sa retraite. Pour le reste de l'info, vous pouvez nous retrouver sur mercipourlinfo.fr, et pour demander, pour vous renseigner sur vos droits, msa.fr.
Ils seront à jour une fois passée la réforme suivante et la réforme suivante. En guichet, évidemment, on l'a dit. Je voulais vous remercier beaucoup, Christine Deschenzer, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à vous de nous accueillir à la MSA parce qu'on était en direct au Salon d'Agriculture. On n'aurait pas fait ça tout seul. Vous avez un joli stand. Merci de nous y avoir accueillis. Merci à Géraldine Taubert aussi. Merci à Margot qui a préparé cette émission comme d'habitude, ainsi qu'à Antoine qui l'a accompagné. À la MSA de nous avoir vraiment accueillis au Salon de l'Agriculture. C'est une chouette ambiance. On s'amuse bien ici. On a bien travaillé, mais maintenant on va retourner un peu s'amuser si vous voulez bien. Et puis merci aux équipes de Pickspocket qui ont réalisé cette émission. Merci surtout à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce magazine, non il est ici, qui est juste derrière moi. Merci pour l'info, il est actuellement au kiosque. C'est là aussi qu'on parle de la sécurité sociale des agriculteurs. Et puis notre prochain numéro, il va justement parler de notre prochain webinaire. Ecoréno, les panneaux photovoltaïques et les pompes à chaleur. De grosses économies à la clé, mais c'est pas très aidé. Voilà, spoiler pour notre prochain webinaire. J'espère pouvoir vous y retrouver. À bientôt. Au revoir.